On va passer à la deuxième et dernière table ronde. J'accueille ici présent sur scène Pauline Scherrer. Pauline Scherrer qui est là, ainsi que Alex Brié-Bichet qui est là également. Merci de me rejoindre. Merci de les applaudir. Alors, on va discuter avec vous d'un point clé de notre activité. On a discuté production, écologie, agriculture, vivant, mais nous produisons de la nourriture. On produit 1 600 000 paniers par an sur 700 hectares. Donc on est un producteur d'alimentation. Et cette question de l'alimentation, elle est centrale dans notre projet d'insertion, mais aussi dans notre projet politique et social et culturel. Je vous ai mis ici une citation que j'ai trouvée dans le rapport du BASIC. Le BASIC, c'est un cabinet d'études qui a travaillé avec le Secours catholique, il n'y a pas si longtemps, sur les coûts cachés de notre alimentation. Et qui a pu documenter, chiffres à l'appui, comment les filières conventionnelles sont ultra subventionnées et économiquement déficitaires, comme les filières de signes de qualité bio ou AOP sont nettement moins subventionnées et excédentaires, mais surtout, quels sont les coûts cachés en santé, évidemment, surtout, environnement, de l'alimentation. Et il y a cette phrase dans le rapport du BASIC de Claude Lévi-Strauss, qui ne nous rajeunit pas, mais qui dit quelque chose de super intéressant. La cuisine d'une société est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure, à moins que, sans le savoir davantage, elle ne se résigne à y dévoiler ses contradictions. Et mon Dieu que nous sommes pétris de contradictions sur l'alimentation aujourd'hui. On aurait une aide alimentaire qui est de plus en plus nécessaire et sans fin dans un royaume d'abondance. On aurait une culture du fast-food qui semble tout emporter sur son passage, tout en célébrant à chaque saison Top Chef, c'est-à-dire la crème de la gastronomie française, etc., alors qu'on est en train de perdre le terrain. Culturellement, le couscous, je crois, reste le plat préféré des Français. À moins que c'est évolué. Hein. Il y a peut-être eu la choucroute qui est revenue en tête, ou la raclette, peut-être, ça dépend de... Voilà, tout en ayant évidemment une extrême droitisation d'à peu près tout ce qui fait culture aujourd'hui. Donc on est bourré de contradictions sur cette question alimentaire, et c'est précisément des sujets comme cela qui ont été travaillés par le réseau Cocane, que vous travaillez, et dont on va interroger Pauline Scherrer et Alex Brié-Bichet sur ces enjeux-là. Pauline Scherrer, je la présente, beaucoup d'entre vous la connaissent. Tu es sociologue, intervenante. Tu as été ingénieur territoire à vivre dans la période territoire à vivre 2020-2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était plusieurs avec le Secours catholique, les CIVAM, les épiceries sociales et solidaires, VRAC et le réseau Cocagne. Les territoires à vivre, il y avait le Grand Lyon, ça continue, Aix-Marseille, ça continue, Montpellier et Toulouse-Haute-Garonne. Tu as été développeuse VRAC aussi, je crois, à Montpellier. Ouais, plus ou moins. Et puis, suite à Territoire à vivre, vous avez créé ce qui est maintenant nationalement connu, peut-être bientôt mondialement connu, la Caisse mutuelle de l'alimentation de Montpellier, avec 500 personnes engagées dans la Caisse mutuelle de l'alimentation. Et la Banque des Territoires vous a fait confiance pour un projet qui s'appelle Terrasol, hein, si je ne m'abuse, et qui est un déploiement de cette fonctionnalité Caisse mutuelle de l'alimentation. Donc, évidemment, tu auras cette question, tu as réussi ce que beaucoup d'entre nous aimerions faire, c'est-à-dire changer d'échelle, ou du moins être au démarrage d'un changement d'échelle. Certains l'ont fait aussi dans les jardins, mais en tout cas, ça pose cette question-là. Alex, à ma gauche, Brié-Bichet, tu es maire de Notre-Dame de Lauziers, donc en Isère, qui est la commune qui a vu naître le projet, ou du moins où s'est déposé le projet Terreaux locaux de ses fondatrices, c'est-à-dire d'associer un travail d'accueil des réfugiés statutaires, notamment d'hébergement, tout en mobilisant un jardin de cocagne avec du maraîchage et de la production boulangère, je crois, de la transformation boulangère. Sur cette commune rurale de l'Isère, il y a 45 000 habitants, je crois, dans votre communauté de communes, c'est-à-dire 47 communes, on est sur du très rural ou ouvrier.
C'est assez reculé, c'est au-dessus de Saint-Marcelin, etc. C'est très beau, par ailleurs. Et c'est coincé entre la métropole de Grenoble et ce dont on a parlé tout à l'heure, le Rovaltain, c'est-à-dire la vallée du Rhône, quoi. Donc tu nous diras, toi, qu'est-ce que ça veut dire de redynamiser un territoire à partir d'un projet comme celui-là. Alors, on va commencer par entendre des extraits d'un podcast de la Caisse mutuelle de l'alimentation de Montpellier. Alexis, c'est à toi. En tant qu'ancien chef de cuisine, manger tous les jours que des pâtes et de la sauce tomate, les spaghettis sauce tomate, j'en ai mangé pendant parfois 15 jours d'affilée. La viande, je n'achetais pas. Parfois un peu de poulet, parce que c'était pas cher, mais... Et je suis tombé aussi malade avec ça. Parce qu'il me manquait des vitamines, parce qu'il faut quand même manger des légumes et des choses comme ça. Le système Mona m'a sauvé. Moi, je ne cache pas de le dire. Et oui, c'est ça. Moi, concrètement, pendant des années, j'ai quasiment mangé que du lait et des biscuits. En fait, je cherchais même plus à me nourrir. Okay. C'est pas de l'anorexie puisque je me nourrissais quand même. Ouais. Mais c'est vrai que l'essentiel c'était juste de plus avoir faim. Donc si je pouvais prendre un café au lait parce que c'est super indigeste et que ça dure longtemps, bah ça m'allait quoi. Et pour mon fils, c'est pareil, c'était pas foufou. Bon, je le nourrissais un peu mieux, mais c'était quand même très vite fait. Je pense qu'au départ il y a une situation financière qui nous amène dans une précarité. Ouais. Et ensuite, même quand la situation va mieux, on est habitué un peu à... En fait, on a exclu cette partie-là de notre vie. C'est comme faire les magasins. Je ne fais plus les magasins. Je vais aussi au petit marché. À Celle-Neuve ? Oui, à Celle-Neuve et puis aux Arceaux. D'accord. Voilà, il y a la poissonnerie et il y a Boucher. Ouais. Mais j'achète de la viande que normalement je n'achèterai jamais. C'est ça. Et même du poisson, parce que c'est... Mais avant, j'allais toujours au même endroit, chez Lidl. Et j'achetais toujours la même chose. C'était toujours le même prix. Je dépassais jamais. En fait, quand on a une restriction financière, on tourne toujours autour des mêmes ingrédients. Voilà. Ah oui. Et on reste dans cette habitude-là parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'inconscient. On renonce quelque part inconsciemment. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'avec la Mona, le fait est de se dire ah bah tiens je peux me permettre, je vais pouvoir prendre tel ou tel produit, et bah, ça te ressort un petit peu de. Moi je pense aussi comme ça. Moi je pense tiens je peux m'acheter ça. Ah je vais pas toucher à ce qui me reste en vrai argent. Oui, aussi. Ça veut dire que je dépense avec la Mona, mais comme ça tu peux payer des factures, des choses comme ça, tu vois. Quand on a un peu conscience aussi de toutes les cochonneries qu'il y a même dans des légumes, c'est vrai que moi, j'arrivais plus à les manger, en fait. Et j'arrivais plus à les manger parce que c'est cher, que ça n'a pas de goût. Je sais qu'il y a très peu de nutriments et beaucoup de substances toxiques. Donc j'avais vraiment du mal à les manger et ça me permet aussi de me réconcilier avec la nourriture, en fait. Après, c'est vrai. Merci de ces paroles de personnes. Alors on ne dit pas bénéficiaires, hein, on dit qu'ils sont engagés. J'ai aimé ce qui a été dit sur la nature presque inconsciente de la restriction alimentaire. C'est-à-dire comme si on se repliait effectivement sur des réflexes de survie qui font qu'effectivement on va tout le temps utiliser les mêmes ingrédients. Donc Territoire à vivre a débouché sur cette expérimentation de caisse mutuelle de l'alimentation. On parle de la Mona ici, donc d'une monnaie locale. Alors, où vous en êtes concrètement de cette caisse mutuelle de l'alimentation qui a du coup été très médiatisée, qui a été très valorisée ? Oui, donc, déjà bonjour à tous et à toutes et merci pour l'invitation, même si je ne suis pas de la Drôme. Donc l'histoire, il y a plein de choses qui résonnent, je pense, avec ce qui a été dit précédemment. Donc l'histoire donc on dit caisse alimentaire commune. Voilà, c'est ça le titre. La caisse alimentaire commune, donc elle a 3 ans maintenant. Elle regroupe effectivement pas mal de monde, c'est-à-dire que c'est ces fameux 500 foyers à peu près qui participent. Derrière les 500 foyers, ça fait plus de 1000 personnes finalement qui utilisent donc cette fameuse Mona. Donc la Mona, c'est la monnaie alimentaire. En gros, c'est l'outil de transaction qui permet de faire ses courses quand on est participant ou participante à la caisse. Et donc la caisse, c'est un budget qui est géré en commun
par l'ensemble des parties prenantes et notamment par ce qu'on a appelé le comité citoyen de l'alimentation. Donc c'est une 60aine d'habitants-habitantes, dont la moitié sont directement concernés par la précarité, qui font des choix en commun, qui traversent une expérience collective d'éducation populaire autour de l'alimentation, qui partagent en fait leur savoir, leurs expériences de vie, également avec plutôt des personnes expertes qui viennent à la rencontre de ce comité. Et quand je dis personnes expertes, ça peut être un médecin, ça peut être un agriculteur ou une paysanne, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé mentale. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup. En fait, l'expérience du comité citoyen, c'est avant tout une expérience de groupe, une expérience collective qui vise à comprendre finalement qu'est-ce qui nous arrive à tous et toutes collectivement autour de l'alimentation et comment on peut se réapproprier peut-être cet enjeu-là en tant que citoyen et citoyenne. C'est un peu ce qu'on met souvent derrière le terme démocratie alimentaire, et donc qui s'inscrit clairement en opposition finalement à ce qu'on connaît aujourd'hui, à ce qui s'est imposé à nous en termes de système alimentaire. Donc il y a un peu cet enjeu de lutte, cet enjeu de faire face à quelque chose et de construire du coup des alliances, parce que bien sûr la place des habitants et habitantes, elle est majeure dans cette histoire, mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi beaucoup d'associations autour, qui ont été d'ailleurs à l'initiative de la Caisse. Il y a des chercheurs, des chercheuses, il y a bien sûr des producteurs, des productrices, des points de vente, des magasins, donc comme on dit les acteurs de l'offre alimentaire, donc des acteurs économiques. Et c'est ça, je pense, qui fait un peu la particularité de cette expérience. C'est cette tentative, on va dire, parce qu'il s'agit bien toujours d'une tentative, je pense que c'est important de le rappeler. On a bien conscience que ce n'est pas un modèle du tout majoritaire aujourd'hui, mais une tentative de passer, de construire une sorte de nouveau contrat social autour de l'alimentation qui embarque toutes ces parties prenantes dans cette, alors moi j'aime bien dire dans cet agir commun, dans cet agir en commun, et ça a été dit avant, c'est le fait de chercher ce qui est commun. Et en fait, chercher ce qui est commun, c'est pas tant faire tous pareil, imposer une vision plutôt qu'une autre, mais c'est chercher un peu le dénominateur qui va faire qu'on a envie d'agir et qu'on a envie d'avancer les uns avec les autres. Donc voilà, donc tu l'as dit, c'est une expérimentation, ça veut dire que on se questionne, on avance pas à pas, une étape en entraîne une autre. On n'a pas une vision extrêmement claire avec des objectifs à remplir. On a vraiment une aventure qui avance étape après étape. Et j'étais très sensible à ce que disait Corinne tout à l'heure, parce que moi, il y a une formule que j'aime bien, c'est « il faut donner de la valeur au présent ». Parce que souvent, on me dit, alors comment ça marche la caisse? Et puis après, on me dit, alors et le changement d'échelle, comment ça va se passer? Comment vous allez réussir à faire plus, à faire mieux, à faire plus grand, etc. Et souvent, je dis, il faut donner de la valeur au présent. Parce qu'en fait, tout ce qui se joue sur notre territoire depuis 3 ans autour de cette caisse, c'est énormément de choses. Ça parle de trajectoires de personnes, tout simplement, donc des vies qui changent à travers cette expérience-là. Et ça, c'est très concret, c'est très palpable. Ça parle aussi de collectif, c'est-à-dire comment aujourd'hui on est capable de faire collectif entre personnes qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes revenus, qui n'ont pas les mêmes conditions de vie, qui n'ont peut-être pas non plus le même rapport à l'alimentation, parce qu'on sait que voilà, l'alimentation, ça rassemble, mais ça divise aussi. Manger ensemble, c'est notre modèle alimentaire en France, mais ça peut être très compliqué pour certains, certaines. Voilà, donc c'est toutes ces aspérités aussi et ces intérêts contradictoires, je dirais, qu'on a besoin de mettre au travail. Et c'est un peu ça qu'on met derrière l'idée de démocratie, c'est se reconnaître comme ayant des intérêts contradictoires autour desquels on va délibérer, échanger, discuter et faire des choix au final en commun. Voilà, donc ça résonne pas mal avec ce qui a été dit avant, je pense. Voilà, très concrètement, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur comment ça marche, on a plein de documents en ligne qui expliquent, mais chacun cotise chaque mois à la caisse en fonction de ses moyens. C'est une contribution financière qui est libre, mais guidée par un document élaboré par le comité citoyen qui vous dit en gros, si vous gagnez tant, on vous suggère de cotiser tant, etc. Mais ça reste libre. C'est très important pour le comité, cette liberté, cette autodétermination. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on connaît habituellement dans le travail social, qui est un fort contrôle social pour accéder aux aides, notamment aux aides alimentaires. Donc il y a vraiment cette envie de dire faisons-nous confiance. Donc voilà, c'est pas forcément un modèle qu'on imagine à grande échelle forcément, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui, nous, d'exister à Montpellier. Et donc chacun cotise et chacun reçoit un budget alimentaire mensuel à dépenser
dans ce qu'on appelle le circuit conventionné, c'est-à-dire des lieux d'achat, magasins, producteurs en direct, coopératives, paniers de cocagne, etc., qui vont donc être accessibles avec cette monnaie alimentaire. Et après, chacun fait ses achats. Et ensuite, il y a tout un programme un peu d'animation qui est proposé aussi, avec des ateliers cuisine, avec des temps de regroupement collectif, des films, des rencontres d'auteurs, pour essayer de faire vivre en fait aussi toute cette compréhension autour des systèmes alimentaires. Merci Pauline. Alors je crois que dans le réseau Cocagne, il y a pas mal de jardins qui ont lancé des caisses communes de l'alimentation ou des caisses d'alimentation communes. Caisse alimentaire commune pour Montpellier, mais après chacun a son petit nom. Voilà, donc, j'ai toujours un énorme problème, tu sais, avec cet acronyme. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Tu résistes. Je résiste. Je pense, si vous vous exprimez peut-être dans la salle, qui est-ce qui a des caisses mutuelles d'alimentation de mémoire? Les Anges Gardins, ici présents. Ah, ils sont partis, les Anges Gardins, on ne les entend plus. Ah, voilà. Ah oui, une petite main qui se lève en haut, oui. Ah, t'as vu, ils sont tous intimidés, hein. Oui, ça y est? Ah, ils sont là-bas, mais ils ne s'expriment pas. Voilà, on les éclaire. Alors, qui est-ce qui a des caisses mutuelles ou caisses communes de l'alimentation? Tout le monde se regarde, de quoi? Ah, voilà, Solène. Tu viens de révéler un complot qui est définitif. On espérait passer à côté. Moi, j'étais là, il y a d'autres régions et tout ça. Mais non, ça retombe sur la drogue. Qu'est-ce qui, toi, Pauline, qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience? Puisque je me souviens du lancement des ingénieurs territoriaux. Donc, ça veut dire que pour travailler la question démocratique, on s'était dit, il faut des gens qui sont disponibles pour faire du lien et pour analyser ce lien entre les structures du travail social, les structures agricoles, mais aussi à se former et à intervenir avec les personnes concernées. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, sur toutes ces années? Je pense que c'est aussi ce qui résonne avec la thématique du jour. En fait, c'est ce que j'appellerais la posture de coopération. C'est-à-dire tous les possibles en fait, qui se créent à partir du moment où on rentre un peu dans cette posture de coopération, que ce soit à travers la participation active d'habitants, d'habitantes, que ce soit à travers toutes ces coopérations qui sont créées sur notre territoire autour de la caisse, avec des producteurs, des productrices, des assos, jusqu'aux collectivités locales. Après, on pourrait parler de la place des collectivités dans tous ces projets-là, qui a une place particulière, puisque c'est une initiative plutôt société civile à la base. Mais en fait, cette posture de coopération, j'ai l'impression qu'elle nous permet vraiment d'aller loin et que c'est jamais fini. C'est pas une posture qui est facile, et on en parlait avec Anaïs juste avant de rentrer dans la salle, parce que en fait, coopérer, c'est pas forcément s'aimer, c'est pas forcément se ressembler, et donc il y a un enjeu un peu fort aujourd'hui à coopérer, à trouver de la complémentarité entre plein de gens, plein d'acteurs qui finalement ont comme je disais tout à l'heure, parfois des enjeux assez différents, des approches qui sont pas forcément les mêmes, mais trouver ce dénominateur commun qui va nous permettre d'agir très concrètement, parce que ce que j'ai envie aussi de mettre en avant, c'est le concret de la chose. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une effervescence autour de l'idée politique de la sécurité sociale de l'alimentation, et c'est une très bonne chose, parce que je pense que c'est un horizon politique qui est extrêmement mobilisateur, de ce qui raconte aussi de notre capacité à s'organiser, à renouer avec ce qu'on peut appeler des solidarités plus démocratiques, c'est-à-dire quelque chose qui est moins dans la philanthropie ou dans la charité, mais qui est plus dans la démocratie, cette capacité à faire par soi-même, à s'organiser collectivement, à décider pour nous-mêmes. Je pense que c'est ça aussi que ça raconte. Et donc, il y a une effervescence autour de ça, qui est vraiment intéressante et stimulante, et qui en même temps doit être très consciente, puisqu'on n'est pas des naïfs. On sait dans quel système on évolue, on sait dans quel environnement aujourd'hui on déploie ces caisses. On connaît la taille des caisses par rapport à l'ampleur des besoins. Enfin voilà, donc il n'y a pas de naïveté là-dedans. Mais par contre, il y a une expérience qui est très concrète et qui fait que les gens s'accrochent, participent et continuent d'être là, malgré le temps qui passe. Parce que mine de rien, 3 ans, pour une initiative locale comme la nôtre, c'est pas rien. Et aujourd'hui, on est loin de perdre des gens, bien au contraire. On a des personnes qui ont envie d'être là, qui ont envie de participer, de donner de leur temps. Parce que c'est pas simplement faire des courses et des achats alimentaires, c'est du temps qui est donné pour construire tout ça. Et pourquoi ? Parce que
je pense qu'on tend... Alors voilà, c'est pareil, hein, la démocratie, c'est un horizon, on n'y est jamais arrivé, on n'a jamais fini. Mais par contre, il y a plusieurs ingrédients, je dirais, dans cette expérience. C'est d'une part cette tentative d'inclure réellement, et donc d'aller chercher de manière très concrète des personnes qui vivent dans les quartiers populaires, qui vivent cette précarité matérielle, cet isolement social, mais aussi ceux qui ne le vivent pas. Et des fois, c'est pas évident de se confronter les uns aux autres et de faire des choses ensemble. Il y a la dimension, on va dire, de délibération. Est-ce qu'on arrive à créer des espaces où on peut réellement délibérer, parler, échanger, pas en 5 minutes top chrono avec un post-it, mais voilà, avec du temps qui nous permet de se connaître, en fait, de se comprendre peut-être un peu mieux, de faire évoluer nos opinions, etc. Prendre des décisions, parce qu'à un moment donné, il faut acter des choses et ensuite, il faut les mettre en pratique. Ça a été quelque chose qui a été beaucoup mis en avant par certains sociologues autour des limites de la démocratie participative, qui disaient finalement on demande l'avis aux gens, etc. Puis finalement ils ne voient jamais l'impact de leurs décisions sur ce qui est mis en œuvre. Bon là quelque part, la caisse c'est presque de la démocratie directe, je dirais, c'est-à-dire on apprend ensemble, on délibère, on décide et ensuite on met en action, c'est-à-dire qu'on conventionne très concrètement tel producteur, telle paysanne, tel magasin, etc. Et après je peux aller y faire mes courses et ça va avoir des effets sur ma vie, sur mon alimentation, sur ma sociabilité, sur la politisation du sujet alimentaire, sur des amitiés, sur tout un tas de choses. Je pense que les gens ne sont pas tous là pour la même chose. Et c'est très bien comme ça. Les motivations ne sont pas les mêmes à participer à cette expérience, mais c'est ça qu'en fait, à mon avis, un peu la richesse. Voilà, donc pour moi, en tout cas, la question, si elle est personnelle, moi, elle m'a aussi transformé cette expérience. Voilà, entre il y a 2021 quand on a démarré et aujourd'hui, voilà, ça m'a beaucoup. Ça m'a beaucoup appris aussi sur, en tant que chercheuse aussi, sur ces alliances entre action, recherche, voilà, comment on peut avoir la réflexivité nécessaire des fois pour se remettre en question, tout ça. Merci. Alors ça nous renvoie aussi à dans tout ce que tu décris là, on pressent un futur aussi possible, où l'alimentation nous permettrait de faire alliance de classe aussi sur ces sujets alimentaires à partir de toute cette délibération. Ce ne sont pas des sujets nouveaux. C'est-à-dire que dans la construction du mouvement ouvrier, dans la construction des politiques des classes populaires, etc., à la fin du 19e et puis au début du 20e, il y a eu le rôle de la cantine. La cantine, notamment, le lien très fort entre l'anarchisme, alors espagnol en l'occurrence, là, et les grandes cantines populaires. Et comment, effectivement, l'idée c'était que, alors le fameux livre de Kropotkin, La conquête du pain, on ne peut pas faire de révolution, on ne peut pas tout simplement même faire démocratie, si on a faim. Bon, donc voilà, le pain, et à partir de ça, on ne peut pas faire tout ça si on ne mange pas bien. Voilà, donc il faut qu'on mange bien, et ils ont inventé ces grandes cantines solidaires qui effectivement ont structuré les grands rassemblements coopératifs, mutualistes, ouvriers de l'époque. Et ça c'est très intéressant, il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle « Gastronomie et anarchisme », et qui montre de très belles photos là, de ces grandes tablées. Nous sommes ici d'ailleurs dans un lieu, les tables de la friche de la Belle de Mai, où effectivement l'idée c'était d'avoir des grandes tablées. Ça pourrait nous inspirer dans les jardins de Cocagne pour imaginer des grandes tablées aussi, où finalement autour de cette commensalité, comme dit Dominique, c'est-à-dire le fait de partager un repas avec d'autres, on peut peut-être trouver un lieu de délibération entre positions différentes sur les territoires, en tout cas que nous habitons. Alors, on va voir, avant de passer la parole à Alex, qui est le représentant des collectivités de France aujourd'hui, non, de ta commune, tu vas parler au nom de toutes les communes françaises, on va avoir un petit bout de film, un teaser sur un film qui a été fait sur Notre-Dame de Lauziers, et non pas Notre-Dame des Landes, bien qu'il y ait un aéroport pas loin de Notre-Dame de Lauziers. J'ai la chance et l'honneur d'être le maire d'un village dont le cœur est un jardin. Et dans ce jardin, on y cultive la solidarité. Terreau Locaux, c'est un projet d'insertion à destination des personnes réfugiées, mais aussi à destination des personnes du territoire. On travaille en maraîchage et en boulangerie. Et donc, c'était l'envie de créer un lieu un peu ressourçant où les personnes puissent poser leurs valises. Libya, Italie. L'Italie aussi. D'accord.
Ça a été peut-être un des sujets du mandat qui nous a peut-être fait le plus débattre entre nous. Voilà. Il a fallu bien évidemment écouter et entendre toutes ces questions, ouais, le mot qui me vient c'est méfiance, mais encore une fois légitime. Yes. Bravo. Je me disais qu'il y avait des choses à faire pour les gens réfugiés et je ne voyais pas très bien comment dans un village, sans faire des tas de kilomètres, je pouvais m'investir. Et c'est arrivé sur un plateau, donc pour nous c'était formidable. Je suis content d'être ici avec mon professeur. Depuis quelques années, je faisais que des sauts de puce et je restais quelques mois à un endroit puis je partais. Et non, là, je suis en train de rechercher un endroit un petit peu plus grand pour moi. Ça me donne envie de me poser ici. Allez, filles! Il y a un petit marché qui se développe et ça crée une dynamique. Les gens papotent en venant chercher leurs légumes et leur pain. Et ça, ben voilà, c'est ce qui fait aussi la vie d'un village. Vas-y, tu peux écrire. Tomate, ouais. Waouh. Voilà. Avec un E à la fin. Je trouve qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. En termes d'humanité, en tout cas, c'est assez fort. Donc demain soir, tu dors là, le Hassan? Je pense qu'il dort ici. D'accord. D'accord. Moi je crois beaucoup aux petits pas, aux petites choses qu'on peut faire chacun sans être très militant, très engagé, etc. C'est comme ça que les choses avancent. J'étais tellement détruit avant de venir ici. Mais grâce à vous, maintenant, j'avance. J'ai l'impression que le village il bouge vraiment et que la vie elle est revenue. Ça a donné un intérêt à ce village qu'il n'avait pas avant. Je vais prendre le micro de... Donc le film est disponible, hein, si vous souhaitez le diffuser dans vos jardins. Il existe plein de films sur les jardins de Cocagne et on tient cette bibliothèque à jour, cette médiathèque à jour, donc surtout n'hésitez pas. Donc Alex, est-ce que tu peux nous dire, on voit d'ailleurs dans le film, on découvre que tu as un métier qui est agriculteur en fait, éleveur, hein, voilà. Voilà, ouais, paysan. C'est des vaches laitières, c'est ça? Oui, vaches laitières. En transformation aussi ou... Non, pas du tout. Collecte. Non, pas du tout. On est dans le secteur du Saint-Marcelin, donc on fait... L'étoile de... Alors non, je ne suis pas chez Lactalis, une petite coopérative. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, non, je vais pas parler au nom des communes de France. Hein, je vais me contenter de parler au nom de ma commune. Donc, très content d'être ici. Juste pour préciser, j'ai quelques gènes vercordrome dans mon ADN, donc voilà, c'est ce qui justifie ma présence aussi ici. Voilà, alors on manque pas de vigilance, on est vigilant. Voilà, Notre-Dame-de-Lausier, donc je vois ce miracle, effectivement, on a Notre-Dame-de-Lausier, donc en deux mots, commune de 500 habitants, sur le secteur un peu ce qu'on appelle le Grésivaudan, donc la vallée de l'Isère qui relie Grenoble à Valence, en face du Vercors, très joli village, très joli paysage, avec une caractéristique, c'est qu'effectivement en 1649 on a eu l'apparition de la Vierge, donc ça a été le premier miracle, et puis il a fallu attendre presque 400 ans pour avoir le second miracle, c'est-à-dire la venue de terreaux locaux sur notre commune. J'ai été bon là. Voilà, j'étais bien lancé. Voilà, effectivement, donc, comme toutes les communes rurales, on a très vite senti que si on se débrouillait pas par nous-mêmes, on était voué un peu à la mort ou au pire à devenir des villages un peu dortoirs. Et du coup, on a saisi l'occasion quand Adeline Rony et Lucie Brunet, qui est originaire de Marseille,
d'ailleurs, ouais, sont venus me voir un jour pour me présenter leur projet. C'était en 2016. Voilà, de redynamiser un village rural par l'intégration de personnes réfugiées et du territoire, avec une vocation de boulangerie et de maraîchage. Donc, personnellement, j'ai tout de suite adhéré au projet. C'est un projet qui était hyper bien ficelé, qui était, à mon avis, qui correspondait un petit peu à la taille de notre village, parce que vouloir accueillir 18 salariés en insertion, avec 2 tiers de réfugiés et puis 1 tiers de locaux, ça me semblait tout à fait jouable. C'était l'époque où on vivait ces vagues migratoires un peu en boucle à la télévision, là, hein, et puis nous, ex-village, on va dire, religieux, avec des grands bâtiments, une grosse basilique, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'on a un peu des bâtiments vétustes, mais bon, et puis ce projet il est tombé à pic, quoi. Voilà, on n'avait plus de commerce, et du coup l'aventure elle est partie de là. Aujourd'hui ça roule, on est content, ça se passe bien. Ça a pu créer à peu près 25 équivalents temps plein, donc ce qui est pas rien pour une petite commune de 500 habitants, des emplois non délocalisables, on va dire, hein, avec la création d'un marché hebdomadaire, tous les mois un marché avec des producteurs locaux, donc un plus important, et puis 2 gros marchés festifs, un en juillet, et puis un autre qui a eu lieu hier soir, donc le marché de Noël. Donc j'avoue que j'ai un peu roupillé dans le TGV pour venir, parce que la soirée était un peu compliquée, mais voilà, une dynamique qui est là, une production agricole, une production de boulangerie qui est importante, qui est en expansion même, puisqu'avec la création, on l'a vu un petit peu dans le bout de film là, au début, c'est dans un vieux four à pain chez un exploitant, hein, où ils ont fait leurs armes, et puis récemment, l'année passée, ils ont construit un bâtiment, on l'a inauguré il y a à peu près 2 mois, où ils ont regroupé les activités de maraîchage et de boulangerie, donc voilà, avec ce qui a été aussi un élément que j'avais pas non plus évalué, c'est la mobilisation de bénévoles autour de ce projet. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui a été assez chouette, parce que qui dit accueillir des réfugiés dit un accompagnement global, très poussé, hein, parce qu'il faut se reconstruire, ils arrivent avec des histoires de vie qui vous font froid dans le dos, hein. Moi, je vous avoue que la première fois qu'un jeune est venu, puis s'est confié un petit peu et a discuté de son parcours, je me suis caché pour pleurer, quoi, hein. C'était pas possible, quoi, hein. Voilà. Donc un accompagnement lourd, fait notamment par beaucoup de bénévoles. Il y a à peu près une 50aine de bénévoles actifs au quotidien, hein, pour un accompagnement et dans les cours de langue, de maths maintenant. Alors au début c'était que le FLE, et puis ça a très vite évolué sur un accompagnement sur les maths, sur de l'informatique aussi. On l'a vu un petit peu, hein, ils arrivent, ils ne parlent pas un mot de français, et puis quand ils partent, alors c'est des contrats comme de partout chez vous, des contrats de 7 mois renouvelables, ils sont capables de faire un discours en français, voilà, devant tout le monde, quoi, hein, et ça c'est assez remarquable. Alors ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup de soutien. Et voilà, moi je dis qu'on a vraiment une très grande chance de les avoir chez nous. Et alors, est-ce qu'hier soir, il y avait les chasseurs pour la soupe à l'oignon? Est-ce qu'ils ont fait la soupe à l'oignon? Alors hier soir, il y avait les chasseurs, et ça, je vous avoue que c'était une grande fierté. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, c'était un miracle, un petit miracle. C'est vrai que l'installation de l'association sur la commune, c'est pas fait non plus sans heurts.
hein, vous pensez bien. Même si une bonne majorité des gens étaient conscients qu'on pouvait faire quelque chose, que c'était un beau projet, je vous avoue qu'on a eu beaucoup quand même d'opposition, de positions virulentes, violentes. J'en ai pris mais plein la tronche. Hein. Ça a été des moments très très durs à vivre. Hein. Bon, on y est arrivé, on n'a pas baissé les bras. Et un de nos vœux les plus chers, c'était de dire, bah voilà, il faudrait qu'on rassemble quand on fait ces marchés un peu festifs, bah, toutes les associations locales y sont. Donc le Sous des écoles, le comité des fêtes, la gym, le troisième âge. Et il nous manquait les chasseurs, voilà, qui avaient toujours décliné les invitations. Et puis petit miracle, ils ont participé à ce grand marché festif en faisant la soupe aux oignons, des terrines, du vin chaud, enfin voilà. Et ça s'est super bien passé, voilà. Donc voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, la barre est haut. Alors, je propose d'ailleurs que, je crois que Dominique me dira pas le contraire, puisqu'il dit souvent Cocagne, 3 fois saint et son nom. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. J'imagine que c'est un rapport avec une trilogie. Et donc, je propose que vous nous envoyiez vos propositions de reconnaissance de miracle, Cocagne. Que vous nous envoyez, il va y avoir une procédure, parce qu'on va devoir vérifier quand même si il s'agit bien d'un effet Cocagne avéré, ou par ricochet ou autre, et à ce moment-là, nous statuerons. Voilà. En tout cas, à Notre-Dame-de-Lauzier, c'est une terre d'accueil, tu disais, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi, ce n'est pas un hasard complet que ça se situe là. Ouais, je pense qu'il y a un peu... C'est un peu dans l'ADN du village. Donc c'est un village qui pendant 4 siècles a été géré par des congrégations religieuses qui se sont succédées avec plus ou moins de réussite et de bonne façon de faire, on va dire. Et la dernière congrégation religieuse, donc, qui était les Oblats de Marie, ont toujours accueilli dans cette, on va dire, première partie du XXe siècle, ont souvent accueilli des étrangers au fur et à mesure des conflits mondiaux qui pouvaient y avoir. Donc voilà, je veux dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on perpétue un petit peu cette tradition d'accueil. Voilà. Alors, je fais une petite digression littéraire de plus. La question de ces terres, parce que cette apparition de la Vierge, alors un petit peu plus loin, nous avons une martyre, Marthe Robin. Une martyre, disons qu'elle se nourrissait que d'hosties, et pendant très longtemps. Et elle était toute petite comme ça, mais pleine d'énergie. Elle a construit ça. Et il y a un sociologue suisse qui a écrit sur... c'est-à-dire qu'à la sortie de la guerre, en 1945... il y a des ethnologues italiens qui sont allés explorer une vallée perdue des Alpes italiennes et qui ont découvert là une subjectivité totalement différente de la modernité, c'est-à-dire des vallées perdues où les gens ne vivaient qu'autour de la notion du miracle et de l'apparition et de la cosmologie et de la sorcellerie, etc. Et il explique ça, et c'est pour ça qu'il y a une résonance intéressante par rapport à notre modernité à nous. Il explique ça parce que, en fait, c'était des gens qui n'avaient pas pu avoir une capacité d'agir sur le monde. Ils subissaient, ils avaient subi toute leur vie, à la fois leur situation économique, ils devaient tout au Seigneur, etc., mais ça continuait encore dans cette période-là, ils ne maîtrisaient pas le climat, les terres étaient pauvres, etc. C'est une accumulation d'adversités qui faisait que finalement, ils n'avaient plus de présence au monde. Et donc, ils se mettaient à croire en des choses magiques. Donc il y a quelque chose aujourd'hui d'un peu compliqué, c'est que de plus en plus de gens vont penser à des choses magiques. Alors, donc l'inverse de la magie, c'est précisément Notre-Dame-de-Lauzier ou la caisse alimentaire commune, ou la caisse commune de l'alimentation. Putain, c'est infernal. C'est-à-dire, non, mais c'est le contraire de la magie. C'est-à-dire là où effectivement on a l'impression qu'on n'a pas prise sur le monde,
et qu'on espère un jour gagner au loto ou je ne sais quoi, et bien là non, on est capable de changer le monde en fait. Hein. Précisément là où il y a eu un miracle, là en l'occurrence c'est des humains qui ont créé cette possibilité, comme tu l'as dit, dans une situation très adverse, très adverse, pétrie de représentations, de stéréotypes, d'idéologies, etc. Quel est le rôle qu'a joué l'État dans cette affaire ? Alors l'État, il a été très présent finalement. Il a été très présent, il a été très à l'écoute. Alors j'ai quelques années de mandat derrière moi, c'est pas toujours ce que j'ai dit des services de l'État, mais là, en l'occurrence, ils ont cru au projet, mais ils ont dit banco, si ça marche, on vous suit. Et on a eu un accompagnement assez poussé. On a eu des échanges avec le ministère de l'Intérieur, avec voilà. Et je pense qu'ils se sont servis un petit peu de nous. Alors c'était donnant-donnant, on n'était pas dupes non plus. Un peu comme un laboratoire. Hein. On a tous en tête ces derniers temps, là où Macron avait dit l'Île-de-France, c'est 25% de la population, on accueille 85% des réfugiés, il faut les mettre à la campagne. Voilà. Hein, schématiquement, c'était un petit peu ça. Sauf que les services du ministère de l'Intérieur, ils ont quelques neurones quand même, et ils réfléchissent en se disant oui, mais on n'accueille pas les gens comme ça. Et du coup, Lausier était un petit peu une espèce de laboratoire. Alors, il se fait d'autres choses ailleurs, hein, bien sûr, hein, mais sur cette forme-là, voilà. Donc, on a été suivis, on a été accompagnés. Ils ont la faculté de lever beaucoup de verrous. Vous savez qu'une mairie, elle est très dépendante des textes de loi, des préfets, voilà, et notamment en termes de logement, en termes de nous les bailleurs sociaux, ils venaient plus chez nous. Hein, ça c'est clair, ils venaient plus en zone rurale. Bon, là, premier semestre 2026, on va inaugurer un bâtiment qui a été un ancien foyer rural, qui a été réhabilité en logement, justement, pour accueillir des logements, entre autres, des logements de salariés de terreaux locaux. Voilà. Donc, voilà, l'État a été présent. On a même signé avec le département, les services de l'État, l'intercommunalité et la commune un des premiers contrats territoriaux d'accueil et d'insertion en zone rurale. Je crois qu'on doit être le deuxième après la région de Clermont-Ferrand, et ce qui permet de pérenniser des financements. Et puis je trouve surtout la portée hautement symbolique de la reconnaissance du travail qui a été fait par terreaux locaux. Quoi. Voilà, c'est avant tout... voilà. Je me souviens qu'elle m'avait dit, les porteuses de projet, que dans le débat public que vous avez organisé, où il y avait un certain nombre de personnes très hostiles qui sont venues, il y avait notamment des gendarmes ou des policiers qui étaient de Grenoble, etc., et qui expliquaient que tous ces réfugiés caillassaient les bagnoles à Grenoble, etc., et la sous-préfète de l'époque avait dit, il n'y a pas de problème, demain matin je suis dans les véhicules avec vous, puis on va vérifier si c'est vrai. Voilà. Donc ça prouve que l'État peut aussi, à un moment donné, ramener le réel, et être effectivement assez offensif pour mettre fin à toutes ces représentations. Du côté de Montpellier, quelle est la vision qu'ont eue les collectivités finalement de ce projet que vous avez construit un peu avec elles, mais tout de même en autonomie? Ça va s'allumer, ça. En fait, nous, quand on a démarré Territoire à vivre à Montpellier, c'était au moment du changement de municipalité. Donc, c'était une nouvelle équipe qui arrivait à Montpellier. Du coup, il y a eu un peu une concordance, je pense, à ce moment-là, avec une envie de cette nouvelle équipe de porter des choses, notamment sur l'alimentation. On a un peu un historique à Montpellier de politique publique au niveau de la métropole, notamment sur l'agroécologie et sur les cantines scolaires. Voilà. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient là. Et puis un territoire qui avait aussi commencé à tester pas mal de choses avec des groupements d'achat, supermarchés coopératifs, épiceries solidaires, etc. Donc du coup, il y a eu quand même un peu un accord sur la base.
Et donc, les collectivités ont assez vite intégré le collectif local, Territoire à vivre. Donc, plutôt comme des partenaires. C'est un peu la chance qu'on a eue avec Territoire à vivre, c'est qu'on leur a pas demandé de l'argent au départ. Et donc, ça a facilité aussi, je pense, une coopération un peu différente. Finalement, on s'est mis autour de la table pour réfléchir ensemble et penser quelque chose. Pas tout de suite demander de l'argent. Bon, assez vite, on leur a quand même demandé de l'argent. Et donc, il y a eu un abondement du budget qui n'est pas du tout, on va dire, la part principale du budget de la Caisse, mais qui est significatif au regard des budgets actuels de la politique alimentaire de la ville. Donc, c'est quand même une part non négligeable pour eux. Et du coup, il y a eu un peu un compagnonnage comme ça, je dirais, entre la collectivité et la Caisse, avec des interactions à des moments donnés, par exemple, entre les élus et les membres du comité citoyen pour échanger justement sur ces enjeux de politique publique, mais quand même une certaine distance qui a été conservée tout au long du projet pour que cet exercice démocratique puisse se faire et en gardant quand même un minimum de distance par rapport à tout ce qui aurait pu être fait un peu d'entrisme ou de récupération, d'instrumentalisation, parce que c'est ce qui régit aussi aujourd'hui les relations entre associations et pouvoir public. On a une vigilance à avoir sur ces questions-là. Il y a beaucoup de travaux qui se font en ce moment là-dessus. Et pour garder justement cette dimension politique, citoyenne de l'expérimentation, c'est vraiment cette idée d'un partenariat qui n'est pas une confusion, mais qui quand même reste en proximité. Donc c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, je trouve, mais qui à mon avis est très intéressant à regarder, à observer. Et surtout, derrière, on a pu travailler ensemble donc, sur ce fameux projet Terrasol, qui nous a permis de candidater à la Banque des Territoires pour obtenir un financement assez important pour les 5 prochaines années. Et ça, on ne l'aurait pas eu si on n'avait pas créé cette coopération entre société civile, acteurs économiques, collectivités locales et recherche. C'est un peu la coopération gagnante pour accéder à ce type de financement. Donc c'est l'État derrière. Et ça, c'est quand même pour moi une certaine réussite. Enfin, pour moi, c'est pas ma réussite, mais moi je considère ça comme une réussite, au sens où on a pu obtenir un financement sur 5 ans. Actuellement, c'est quand même vraiment pas courant. Un financement qui est important, parce qu'il se chiffre en millions. C'est une dizaine de millions d'euros. Voilà, et qui correspond à un plan d'action, en fait, pour le territoire, avec une déclinaison en plein d'actions différentes qui sont censées se compléter, justement, et coopérer entre elles. Et on parle beaucoup en ce moment de robustesse plutôt que de performance, etc. Donc comment on arrive à recréer à l'échelle de nos actions collectives ces capacités à coopérer, à se renforcer les uns les autres, plutôt qu'il y en ait un qui monte en flèche sur un truc qui au final va éclater, entre guillemets, quoi. Et donc la Caisse alimentaire commune, elle se retrouve dans un écosystème d'action, avec la création de maisons d'alimentation solidaire dans les quartiers populaires, avec un travail sur les paysages alimentaires de la ville, porté par la ville justement. Quel levier d'action publique pour transformer un peu les paysages alimentaires, parce que c'est un peu, en gros, pour moi, ce qui est important de dire, c'est comment on passe d'une approche individuelle des questions alimentaires à une approche collective. C'est-à-dire qu'on peut continuer de dire aux gens, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faudrait changer ci et ça. Si l'environnement dans lequel on évolue ne bouge pas, les individus tout seuls, ils peuvent rien faire. Par contre, si on agit sur nos environnements alimentaires, ça veut dire l'offre alimentaire qu'on a dans nos quartiers, ça veut dire la publicité, ça veut dire plein de choses qui conditionnent finalement notre alimentation, et on verra certainement que les pratiques individuelles, elles vont bouger. Et donc, c'est un peu aussi renverser la responsabilité que d'agir plutôt sur ce qui structure finalement aujourd'hui notre alimentation, plutôt de focaliser sur le consommateur, etc., qui est souvent dans des injonctions contradictoires. Donc, les paysages alimentaires, il y a tout un travail aussi sur la politique publique, comment on construit de la politique publique de l'alimentation, donc notamment la création certainement d'un conseil alimentaire local, participatif, etc. Il y a des choses autour des abattoirs mobiles en lien avec les éleveurs de l'Hérault, il y a des travaux sur les filières avec certains, comme les lentilles, etc., bas niveau d'impact. Voilà, donc il y a de la formation pour les acteurs du territoire, pour les travailleurs sociaux. Donc c'est vraiment un plan d'action qui est assez large. Il y a un bus aussi, bus cuisine, qui va sillonner les écoles pour des cours de cuisine avec les enfants. Voilà, c'est aussi pour dire que une initiative ne peut pas tout. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est cette tentative, une fois de plus, d'être systémique.
Et souvent, je le dis, si on pense sécurité sociale aujourd'hui, sécurité sociale de l'alimentation, c'est pas qu'une caisse, c'est une caisse avec toutes les infrastructures collectives qu'on est capable d'inventer autour de l'alimentation, les groupements d'achat, les jardins, les paniers, les cantines. Tu as parlé des cantines, je pense que c'est une infrastructure qui est fondamentale si on veut faire bouger notre rapport à l'alimentation et nos manières de nous nourrir. Voilà, donc on est plutôt en train de penser aujourd'hui quelque chose qui s'étoffe sur le territoire, qui se relie, une caisse avec toutes ces infrastructures, ces actions, voilà, portées parfois par des habitants, parfois par des assos, parfois par la ville elle-même, hein, puisqu'on a une maison de l'alimentation qui se construit dans une maison pour tous, qui est portée par la ville. Donc voilà, on hybride un peu tout ça et en même temps, continuer de mettre l'accent sur la dimension politique de ce qu'on fait. C'est pas voilà, c'est pas que utilitariste, c'est pas uniquement répondre à des besoins. D'ailleurs, on n'y répond pas encore à tous les besoins, mais c'est aussi répondre à des aspirations, à des envies, à des visions qui sont quand même relativement partagées. Là, on a fait un atelier de recherche samedi dernier avec des participants de la Caisse qui sont en situation de précarité, et on posait la question, parce qu'on a ça un peu dans l'approche critique des caisses, de dire finalement, on n'est pas en train d'imposer une manière de manger qui correspond plutôt voilà, au mode de vie des classes moyennes supérieures, à des personnes de classe populaire, etc. C'est un sujet qui nous occupe en ce moment, on va dire. Et je retiens la remarque d'une participante qui dit « Attendez, là, vous êtes en train de nous demander si on nous force à bien manger ?» Voilà, donc j'ai trouvé ça assez pertinent. Et donc tout cet enjeu de reconnaître la diversité de l'alimentation, des pratiques, des approches, et en même temps ce qui fait du bien, ce qui est bon. Enfin, en fait, la bonne bouffe, entre guillemets, c'est un peu l'enjeu, en fait, que ce soit accessible absolument à tout le monde et que ce soit pas justement un truc de privilégié. Et je pense que c'est aussi ça que la Caisse, elle amène comme réflexion politique. On rigole pas, mais on se questionne parce que la plupart des MONA, elles partent à la Biocoop. À Biocoop, au supermarché coopératif. Il y a eu un peu un effet déceptif pour le comité citoyen de voir que seulement 12% allaient vers les producteurs en direct sur les marchés. Parce que forcément, les magasins, ils sont ouverts toute la journée, amplitude horaire, diversité de produits, ça reste plus pratique. Et donc, il y avait cette réflexion de dire, ouais, mais du coup, on oblige, entre guillemets, un peu les gens d'aller à la Biocoop. Et là encore, voilà, samedi, c'était, non, mais moi, je veux y aller, en fait, à la Biocoop. Moi, j'ai envie d'y aller, même si on me regarde de travers, etc. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dépasser. La Caisse, elle est traversée, comme le reste, par des rapports de domination, par de la distinction sociale, par parfois, malheureusement, des formes de discrimination, etc. Donc, elle n'est pas en dehors du monde, elle est dans le monde, mais par contre, il y a un vrai effet levier de changement très fort, notamment sur la réduction de la précarité alimentaire, dans ses composantes quantité, qualité, sociabilité, etc. Et il y a vraiment, voilà, on dit retrouver du pouvoir d'agir autour de son alimentation, mais pas uniquement. Et ça, c'est des choses qu'on a documentées de manière très précise avec des données voilà, que vous retrouverez dans le rapport de la recherche-action qui est accessible en ligne, Territoires Vivre Montpellier, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et donc, on continue. Donc maintenant, nous, on a 4 ans devant nous pour continuer d'expérimenter. La Caisse, on est en train de créer des nouveaux objets, notamment une caisse d'investissement qui va nous permettre de travailler de manière démocratique aussi avec plutôt les acteurs de l'offre, donc notamment les producteurs, productrices, sur une caisse qui vise à investir directement dans le système alimentaire local, essayer de le faire bouger un peu aussi, parce que le mécanisme, voilà, on change la demande pour changer l'offre, pour l'instant, ça marche pas très bien, on est trop petit en fait. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en maturation, et donc c'est un peu comme, je crois qu'on a dit laboratoire, c'est un peu ça, hein, c'est un peu un laboratoire permanent. Et ce qui est super, c'est qu'il y a plein d'autres caisses qui se montent un peu partout. Donc on commence aussi à faire de la recherche ensemble, à se relier les uns aux autres. Et donc c'est un mouvement qui est hyper encourageant, quoi. Merci. Alex, tu te représentes là pour les élections? Non, voilà. T'es arrivé au bout de ton projet de maire? Alors, on n'y est jamais au bout. Ouais. Le mandat de maire, c'est très frustrant parce qu'on n'arrive jamais au bout. Par contre, je pense qu'il faut savoir laisser sa place.
Je me souviens très bien, en fait, il y a la délégation interministérielle de l'accueil des réfugiés du ministère de l'Intérieur est venue avec d'autres directions à terreau-locaux. Et vous avez fait la visite, c'était un réfugié soudanais, je crois, qui faisait la visite, etc. Et j'avoue que ce qui m'a un peu désarçonné, c'est que le délégué interministériel, là, ils étaient tous là, ils étaient un petit peu embêtés parce qu'ils trouvaient ça formidable, et donc l'équipe leur a dit voilà ce qu'on a besoin de sous pour les bâtiments, etc. Et le délégué interministériel, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est ah, je peux vous aider, je suis administrateur à la Fondation Saint-Gobain. Bon, voilà, donc c'était une aide de l'État précieuse. Mais néanmoins, vous avez cheminé avec la communauté de communes, avec Grenoble, la sous-préfète, le préfet a dit moi je nomme la sous-préfète pour un droit à l'expérimentation. Ça a mis du temps, mais l'État a pris les choses en main pour faire advenir ce territoire d'intégration sur votre commune. Oui, je crois que c'est pas gagné, c'était loin d'être gagné. On a une commune rurale qui, ces dernières années, où le vote extrémiste, comme de toutes les communes rurales, a explosé. Hein. À un moment donné, moi, je me suis même remis en cause. Je me suis dit, putain, je veux pas être le maire d'une commune qui vote Front National, quoi. C'est pas possible. Et puis, bah, comme on se connaît un petit peu tous et qu'on connaît un peu les votes des gens, je suis allé voir, je dis mais putain, mais pourquoi c'est ce qui se passe à Lausier? Il dit non, mais c'est très bien ce qui se passe à Lausier. Hein. Mais je pense que c'est plus ce sentiment un peu en zone rurale, un peu d'abandon, un petit peu de laisser pour compte, où on a tendance un petit peu à mourir, hein, et qui donne ce vote un petit peu extrémiste. Par défi un petit peu, en 2020, je ne souhaitais pas me représenter. Je me suis représenté, puisque l'association était là. Je dis, bah, maintenant, les gars, vous avez le bulletin en main. Hein, si ça ne vous plaît pas, bon, on a tous été bien réélus. Il n'y a eu qu'une liste. Voilà, donc on se l'est fait un peu à la Corée du Nord, mais n'empêche que ça a marché, quoi. Donc voilà, je pense que les gens sont assez capables de faire la distinction entre leur malaise à vivre au quotidien. C'est des gens qui bossent, qui se lèvent le matin, qui s'en sortent plus. Voilà. Et puis c'est ce qui se passe. Je pense qu'aussi ce qui en termes d'acceptabilité, le travail reste quand même une valeur sociale qui a du poids. Voir un black sur un tracteur, ou qui porte des cajots, ou qui traverse le village avec un camion, ben voilà, il bosse. Donc c'était aussi pour des populations rurales, c'était un gage d'acceptabilité. Bien sûr. Donc on sait maintenant que nos opposants peuvent être des fertilisants très efficaces. Donc en Corée du Nord, c'est ce qu'ils font avec les opposants. Ils font du fertilisant. Oui, Pascal. Tiens. En fait, la MONA, c'est pas une monnaie locale. En fait, on l'a construite avec la monnaie locale de l'Hérault qui s'appelle la graine. C'est-à-dire qu'on a utilisé un logiciel libre qui s'appelle Koinos. En gros, c'est plus un outil de transaction simple. Et du coup, c'est délocalisable pour le coup, puisqu'on a d'autres caisses qui ont repris le même système. Mais il y en a aussi d'autres qui utilisent autre chose. Donc pour l'instant, comme on dit, il y a un peu une biodiversité de caisses. Chacun crée un peu ses propres outils, mais on commence à se refiler un peu des outils, des choses, voilà. Mais du coup, c'est pas une monnaie locale, elle n'est pas circulaire. Pour l'instant. Ouais. En fait, effectivement, quand je disais chacun cotise selon ses moyens, donc on a des personnes qui vont cotiser plus que ce qu'ils ne reçoivent. Donc en gros, il y a une distribution des cotisations vraiment en fonction des revenus. Ça va de... Alors là, je vous donne les chiffres pour la première phase où chaque foyer recevait l'équivalent de 100 € en MONA. Maintenant, on est en fonction de la composition familiale, ça a un peu bougé. Mais en gros, les cotisations, elles allaient de 1 € à 180 € par mois, pour une perception de 100 € pour tout le monde. Donc par ce jeu-là, tu as déjà une partie de la caisse qui est financée. Et en fait, ce qui n'est pas financé par les cotisations, l'est par des subventions.
dans le cadre du programme d'expérimentation. Et c'est là où la Banque des Territoires intervient aujourd'hui, puisqu'elle finance à 50% la caisse. C'est-à-dire pour 1 euro mis par les participants, la Banque des Territoires met 1 euro. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre de continuer d'expérimenter. Et du coup, autour du financement d'une caisse, on a plusieurs pistes, notamment une cotisation d'entreprise qu'on est en train d'essayer de travailler, mais ce qui est vraiment pas simple, parce que potentiellement, ça coûte un peu cher à l'entreprise. Voilà, donc on est un peu sur ce modèle-là, moitié finances publiques, moitié cotisation. Quoi. Est-ce que vous vous êtes rapproché des candidats, des syndicats des salariés pour savoir... Ouais, c'est vraiment le travail qu'on est en train de faire actuellement. Donc, cette entrée effectivement par les syndicats. Il y a quelques syndicats qui commencent à s'intéresser à l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Il y a des formations qui sont en train de s'organiser. C'est vraiment en train de se faire, je dirais. Toutes ces alliances-là sont en train de se construire. Bon, je crois que tu les as convaincus. Ils sont tous OK. Eh bien, chers amis, merci. Merci pour votre écoute. Mais restez là, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Vous allez pouvoir donner de la voix. Merci à Pauline, compagnonne de route de Cocagne.